Bienvenue dans le 1945 de ITV. Air Sénégal tient le coup en cette année inédite marquée par le coronavirus. Une perte de près de 20% est à déplorer sur son chiffre d'affaires de 50 milliards en 2020. Ces informations sont données par son directeur général, invité devant le JDD. Ibrahim Khan ambitionne de faire de cette compagnie nationale un levier du hub aérien sénégalais. La synthèse de l'émission Jour du dimanche est avec Abdurrahman Li. À la différence de nombreuses autres compagnies aériennes qui vont disparaître à travers le monde à cause de la pandémie de coronavirus, Air Sénégal SA s'est montrée plus résiliente. C'est du moins ce qu'affirme son directeur général. Même si par ailleurs une perte de près de 20% est à déplorer en cette année inédite sur un chiffre d'affaires de 50 milliards en 2019. Sur les 3 derniers mois avant Covid, Air Sénégal était numéro 1 sur toutes les lignes sur lesquelles nous opérions, à l'exception de 3, Nouakchott, Bissau, Casa, où nous étions numéro 2. La pandémie est arrivée. Mars, toutes les compagnies aériennes ont vu leurs avions cloués au sol. Le ciel sénégalais a été fermé pendant 3 mois. 3 mois ont suivi où nous avons essentiellement travaillé sur la base de vols ad hoc. À la fin de l'année, Air Sénégal, nous avions projeté un tiers de perte de chiffre d'affaires et de trafic comparé à 2019. Aujourd'hui, nous sommes en train de revoir les chiffres. On pense qu'on va atterrir autour de moins 20, moins 25%. Faire de cette compagnie nationale un levier clé du hub aérien sénégalais, c'est l'ambition affichée. Pour y arriver, un plan de relance d'une période de 3 ans au moins est prévu. D'abord, on remet en place toutes les composantes du hub. Aujourd'hui, Air Sénégal a redémarré ses activités sur quasiment tout son réseau passé. Nous desservons toute la sous-région. Nous desservons l'Europe aujourd'hui. Et quand je dis plan de relance, c'est qu'on annonce déjà les prochaines ouvertures de lignes. Oui. Au mois de février, vous avez dit? Nous avons Milan, qui démarre au mois de février. Oui. Nous avons l'Afrique centrale qui redémarre. Ibrahim Khan juge positive la gestion de son prédécesseur Philippe Bonne, car ayant trouvé Air Sénégal en bonne santé. S'agissant du cas de Jérôme Mahé, le directeur d'Air Sénégal précise d'abord qu'il n'y a pas de directeur général adjoint à Air Sénégal, avant d'ajouter que l'équipe qu'il dirige est plus que jamais soudée pour voler plus loin. Ibrahim Khan invite les Sénégalais au patriotisme économique à l'endroit de Air Sénégal SA. Le DG de la compagnie souligne que les tarifs sont les plus compétitifs. 2 à 321 sont d'ailleurs attendus en 2021. Air Sénégal, toujours dans la même année, va aussi assurer le pèlerinage à la Mecque. Ibrahim Khan, directeur de Air Sénégal SA, est au micro de Mamadou Ibrakan. L'année prochaine, Air Sénégal va organiser des vols pour la Umrah. Air Sénégal va également organiser des vols pour le Hajj. Donc en 2020, il était déjà prévu, on avait avec beaucoup de travail intense qui a été fait au niveau de l'organisation du pèlerinage, le délégué général, et beaucoup de travail qui a permis à confier à Air Sénégal le transport des pèlerins pour 2020. Malheureusement, comme nous le savons tous, ça n'a pas pu avoir lieu. Nous allons répéter l'exercice a priori pour 2021, bien sûr en nous adaptant aux contraintes qu'il y aura à ce moment-là, mais nous comptons, encore une fois cette année 2021 et 2020, comme on avait prévu pour 2020, autant pour moi, organiser ce pèlerinage. Ça, c'est ce qui concerne un petit peu l'Asie, c'est commencer à construire ce lien. Aujourd'hui, on a le sentiment que le besoin le plus immédiat, c'est d'accompagner nos compatriotes dans ce chemin vers les lieux saints, que ce soit par la Umrah, que ce soit par le pèlerinage. Donc voici notre projet pour 2021. Coronavirus à présent, ce dimanche, 86 tests sont revenus positifs sur 1200. Un décès enregistré, 32 cas graves sont en réanimation et 55 patients sont déclarés guéris.
Le coronavirus avec ses lots de conséquences, les restaurateurs rencontrent d'énormes difficultés en cette période de fin d'année. La fermeture de leurs restaurants à partir de minuit les contraint à de nouvelles dispositifs. Les livraisons et ventes à emporter font tache d'huile. Reportage Aïssatou Kane, Seydina Mbaye. Énième coup de massue pour les restaurants, lourdement touchés par le renforcement du protocole sanitaire contre la Covid-19. En cette période de fin d'année, les restaurateurs sont contraints de fermer leurs portes au plus tard à minuit. Face à ce changement, la mise en place de dispositions devient opportun et les restaurateurs sont inquiets. Moi, personnellement, je suis contre la fermeture des restaurants à minuit parce que je ne vois aucune inquiétude. Les gens, si tu vas au marché le jour, c'est beaucoup pire que ça. La nuit, ici, les gens n'attendent pas en ligne. On respecte. Faire des réservations devient une obligation pour éviter de regrouper une grande masse dans le restaurant. Bon, on fait quelques réservations, mais plus précisément, on fait des livraisons à domicile. Non, il ne faut pas de réservation. Il y a toujours de la place. On fait des livraisons et des commandes pour emporter, mais nous sommes obligés de fermer à minuit. Non loin, aux Almadies, les professionnels du métier, obligés de s'adapter en permanence, se replient sur les services de livraison et vente à emporter. Oui, les ventes à emporter, ça se fait par un chaîne défini par la maison, par numérotage, et aussi on respecte aussi les mesures de barrière. Mais vu le temps que c'est pas entre 20h et 23h, c'est très peu. Bon, souvent tu auras même des commandes que tu seras obligé d'annuler. Les gens mangent tard. Ils commencent à manger vers 22h, 23h. Tu sais. Le boulot commence et on ferme. Et c'est dommage, tu sais, parce que ça nuit beaucoup au commerce. Limiter les pertes et adopter de nouvelles stratégies de travail. Voici le choix de ces restaurateurs pour éviter de faire faillite. Par conséquent, la fermeture définitive pourrait avoir des répercussions dramatiques sur l'emploi. Diourbel, le district sanitaire a reçu un important lot de matériel, coût estimé à près de 200 millions de francs CFA. Cet appui de la Fondation 221 aidera à relever le plateau technique et médical de la région. La Fondation entend accompagner les populations de la capitale du Baol pour des soins de qualité. Selon le médecin-chef de district sanitaire de la commune, ces matériels venus à son heure feront l'objet d'un bon usage. Correspondance à Diourbel, Gorandaklo et Tchernofaï. Relever le plateau technique pour des soins de qualité, objectif de la Fondation 221 qui a remis un important lot de matériel estimé à plus de 200 millions de francs CFA pour accompagner le district sanitaire de Diourbel. Dans l'optique de renforcer la carte sanitaire du Sénégal et l'adoption d'un programme de développement sanitaire et social, la Fondation, à travers le volet de la santé, compte relever les plateaux techniques de nos structures sanitaires. Aujourd'hui, le choix porté sur Diourbel pour un don de matériel d'une valeur de 253 97 400 afin de faciliter la qualité des soins pour une prise en charge adéquate et de bonnes conditions des populations. Une occasion pour le médecin-chef du district sanitaire de Diourbel de montrer sa satisfaction. Dr Moussa Ndiaye annonce que cet appui vient à son heure. Ce don que nous sommes en train de réceptionner comprend et est composé d'équipements et d'appareils médicaux, entre autres, je peux citer 3 lits de réanimation haute qualité qui vont permettre d'augmenter la capacité du service d'accueil et d'urgence de l'hôpital régional Heinrich-Louquet. Un lit de transport de malades grabataires qui nous permettra d'améliorer les conditions de transfert des patients. 9 lits d'hospitalisation destinés à la maternité du centre de santé de Diourbel. Le médecin-chef du district sanitaire rassure et parle d'un bon usage de ce matériel. Messieurs, dames, la liste est loin d'être exhaustive. Monsieur le ministre, cher donateur de la Fondation 221,
Je vous assure ici, notre engagement à utiliser tout ce matériel de la manière la plus efficiente au profit de toute la population. Nous veillerons également à son entretien et à sa sauvegarde. À Diourbel, la Fondation 221 entend accompagner la population du Baol, souvent confrontée à des problèmes de soins de qualité. Casamance, le professeur Noah Cissé redoute une possible résurgence du conflit dans la région. Il considère que la situation de ni paix ni guerre constatée depuis quelques années est dangereuse pour les protagonistes. Pour changer la donne, le membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance invite les acteurs à franchir cette étape et d'aller à la table de négociation. Professeur Noah Cissé avec Hassan Ba. On a une gestion qui est lancinante. Et puisqu'elle est lancinante, elle devient harassante. Il faut que de manière décisive, des initiatives majeures soient entreprises, à la fois par l'État que par le MFDC. S'il est vrai que tous les deux acteurs, les deux protagonistes sont disposés à aller à la paix par les négociations, il faut franchir des étapes en faisant bouger les lignes. Et on a le sentiment pratiquement que tout le monde se complaît dans cette situation de ni paix ni guerre, qui est une situation extrêmement délicate parce qu'il suffira d'une petite étincelle pour que l'incendie, bien sûr, survienne. Et je pense que pour cette raison, aucun calcul possible, ni l'État qui peut penser gagner le MFDC par l'usure, par le temps, ni le MFDC qui escompte prendre son temps pour s'organiser, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les Casamassés veulent qu'on aille à la paix. C'est une quête qui est aujourd'hui une exigence pour nous. La preuve, ces jeunes qui sont mobilisés aujourd'hui autour de cette initiative-là et qui viennent accompagner toute une dynamique entreprise par plusieurs autres acteurs. Je pense qu'il est temps que l'on parte. Sinon, les petits événements peuvent alimenter le conflit et provoquer ce qu'on appelle la résurgence des conflits. N'oublions pas qu'au Mali, en 92, on a pris Kalachnikov, fusils, etc. On a tout brûlé en battant des mains en disant « ça y est, la paix est arrivée ». Et n'ayant pas prêté attention aux petits détails, puisque le diable se trouve quelquefois caché dans les petits détails, n'ayant pas pris en compte les petits détails, voilà qu'aujourd'hui, la crise malienne est devenue une crise difficilement surmontable. Jour de vote en Centrafrique pour près d'1 900 000 électeurs. 14 candidats sont en lice pour la présidentielle. Un scrutin marqué par une tension notée ces derniers jours à l'intérieur du pays avec des attaques menées par la CPC, Coalition des Patriotiques pour le Changement. Reportage de notre envoyé spécial à Bangui, Amago Robernian. Bangui, partout dans les rues de la capitale, le dispositif sécuritaire est visible, l'alerte est maximale, mais aucune perturbation n'a été enregistrée depuis le début du vote. Même constat également à l'hôtel de ville de Bangui. Ici aussi, le scrutin se déroule normalement. En visite pour observer le déroulement du vote sur les lieux, le chef de la MINUSCA se dit satisfait du déroulement du scrutin ici à Bangui. C'est un très grand succès à Bangui et dans d'autres régions du pays également où les populations votent normalement. Par contre, dans d'autres, il y a eu des troubles. Depuis hier, dans certains endroits, les gens sont allés détruire le matériel électoral, brûler des urnes, brûler des résultats, saisir les cartes d'électeurs pour empêcher le vote de se dérouler. À 5 h du matin, dans certains coins, les gens ont commencé à tirer en l'air pour apeurer les populations. Mais la MINUSCA et les forces armées centrafricaines et les forces de sécurité intérieure font face et continuent de faire face à Bambari, et à l'ouest également, et à Bria aussi, où parfois il y a des actions d'harcèlement pour apeurer les populations. Mais dans certains endroits, les populations ont résisté. C'est vrai que dans certains endroits aussi, on a remarqué que même ceux qui étaient chargés de siéger au niveau des bureaux de vote ont eu peur de sortir pour siéger. Et ça, c'est la stratégie de ceux qui ne veulent pas que les élections se déroulent, et c'est un échec pour eux. Et donc le vote se poursuit, en tout cas à Bangui.
Des perturbations ont été notées à Bangassou, Bossangoa, Bouar, Boari, Bambari et Kagabandara. Selon le représentant spécial des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA et les autorités centrafricaines sont en train de travailler en cohésion pour rétablir l'ordre dans ces zones. À Magor-Robert, les bureaux de vote ont fermé il y a quelques heures en Centrafrique. Dans les prochaines heures, l'autorité nationale des élections fera face à la presse pour faire le bilan du scrutin. Nous suivons toutes ces informations de près avec notre envoyé spécial à Magor-Robert en Centrafrique. Nous restons avec Magor-Robert d'ailleurs et pour aller voir l'opposant Martin Ziguélé, candidat en lice à la présidentielle. Pour lui, le scrutin n'est pas inclusif. Son parti, le Mouvement de libération du peuple centrafricain, MLPC, avait demandé le report des élections de 2 semaines pour que le vote puisse se dérouler normalement dans toutes les localités du pays. Martin Ziguélé est au micro de notre envoyé spécial à Bangui, à Magor-Robert. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, plus de la moitié des localités en zone rurale n'a pas voté, ne vote pas aujourd'hui. C'est un cas unique dans l'histoire politique de la RCA. Dès lors, ces élections ne sont pas inclusives. La réponse ne viendra pas de moi, la réponse viendra de l'ensemble des Centrafricains. Parce que c'est un problème que nous avons créé, nous avons vu venir. Le MLPC a pris position. Nous avons demandé le report des élections de 2 semaines uniquement pour que les différents renforts qui venaient de part et d'autre puissent stabiliser un certain nombre de contrées pour que les élections soient quand même un peu plus inclusives. On nous a dit que ce n'était pas possible. Je suis un citoyen, je suis respectueux de la loi, la Cour constitutionnelle a pris sa décision, nous respectons et je suis venu voter pour manifester mon respect de la loi. Pour le reste, cela dépend de nous tous. Et jour de vote également au Niger. Environ 7,5 millions d'électeurs nigériens appelés aux urnes ce dimanche 27 décembre pour choisir le successeur du président sortant Mohamed Issoufou parmi 30 candidats, dont Mahaman Ousmane, premier président élu démocratiquement en 1993 et candidat pour la 4e fois à la présidentielle, et Mohamed Bazoum, le dauphin désigné du président Issoufou, qui fait figure de favori. La course est ouverte dans un pays où la présidentielle se joue traditionnellement en 2 tours. Les législatives se tiennent également aujourd'hui. Notons que le principal opposant et ancien premier ministre Ama Amadou ne fait pas partie de ces 30 candidats. Sa candidature a été écartée par la Cour constitutionnelle en raison d'une condamnation dans une affaire de trafic de bébés volés. Les premières estimations de ces élections sont attendues lundi et les résultats espérés mercredi ou jeudi. Un second tour de la présidentielle, si nécessaire, est prévu pour le 20 février. Et votre rubrique est claire juste après ceci. Grâce aux mesures de confinement dues à la COVID-19, l'année 2020 a connu une baisse record des émissions de CO2 et de la demande en énergie fossile. Si l'économie mondiale a connu un ralentissement en 2020, un rebond est attendu en 2021, ce qui amène beaucoup d'experts à se demander si 2020 restera une exception ou si elle va marquer une tendance plus durable de baisse de la présence des gaz à effet de serre dans notre environnement. Des éléments de réponse et avec Moustapha Gabardio. Selon l'ONU, seule une baisse de 7,6% par an des émissions de CO2 entre 2020 et 2030 peut garantir la limitation du réchauffement à 1,5 degré et les catastrophes qui pourraient en découler. Malgré une baisse de 7% de ces émissions en 2020, le monde pourrait connaître un rebond si les gouvernements n'adoptent pas d'importantes mesures vertes. Les pays du G20 ont promis au moins 125 916 milliards de francs CFA d'argent public en faveur des énergies fossiles, contre 81 254 milliards pour les énergies propres. Selon les calculs de l'ONU, la production de pétrole, de gaz et de charbon
doit baisser de 6% par an jusqu'en 2030 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5%. A l'inverse, les États prévoient d'augmenter la production d'énergie fossile de 2% par an en dépit des prix très bas des énergies renouvelables. Ces énergies renouvelables sont une alternative aux énergies fossiles, mais leur essor reste freiné par des subventions aux sources d'énergie les plus polluantes, telles que le charbon, le pétrole ou encore le gaz. Si les gouvernements visant la neutralité carbone respectent leur engagement, le réchauffement serait limité à 2,1% selon Climate Action Tracker. Ce serait hors des objectifs fixés par l'accord de Paris, mais mieux que la trajectoire actuelle de plus de 3 degrés Celsius d'ici 2100. Dans tous les cas, le niveau de concentration du CO2 dans l'atmosphère restera élevé. L'information continue sur www.emedia.sn. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et vous laisse en compagnie de Adama Anouchkaba pour